Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'une affaire qui va vous poser je pense beaucoup de questions. Je voulais vous en parler parce que j'aime qu'on se pose des questions. Mais avant ça, avant de vous parler de toute l'histoire, je vais vous parler du jeu concours que j'ai mis en place avec l'aide de Corinne Philippe et j'en suis très contente, voilà, pour égayer un petit peu ce moment et puis pour éviter de parler que du confinement. Je voulais vous faire plaisir pour les fêtes, réaliser un jeu concours pour vous faire gagner un livre écrit par Corinne Philippe qui s'appelle La Maison des Horreurs et qui parle de Rosemary et Frédéric West. Je ne vous en dis pas plus parce que l'objectif ça serait de le lire, donc pas de spoil, voilà. Je vous laisserai donc découvrir toute l'histoire, peut-être que j'en ferai une vidéo plus tard, mais pour le moment l'idée c'est vraiment que vous puissiez le découvrir en livre à travers tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a raconté. Elle a fait beaucoup de recherches. L'objectif c'était de vous faire gagner quelque chose de quelqu'un que je connais et que j'affectionne, et puis également de vous faire gagner quelque chose de personnalisé puisque elle le dédicacera au nom de la personne qui sera tirée au sort. Le jeu concours aura lieu sur Instagram et sur Twitter. Voilà, deux plateformes comme ça, si jamais vous en avez pas une, vous pouvez participer sur l'autre. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Maintenant, reprenons notre histoire. On parle aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, d'une histoire qui pose beaucoup de questions. C'est l'affaire Ségala. Laurent Ségala est né le 22 février en 1964 à Paris. Il décidera de s'orienter vers une carrière de biologie où il fera un doctorat qu'il aura en 1992. Il poursuivra finalement ses études à Harvard. Pourquoi j'arrive pas à le dire? Il poursuivra finalement ses études à Harvard aux États-Unis de 1993 à 1995. Il travaillera beaucoup sur les maladies humaines, notamment la myopathie de Duchenne, qui est une maladie qui s'attaque aux muscles et qui fait que nous n'avons pas de résistance pour les garder. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Il travaillera ensuite sur le clonage humain, donc un sujet qui est très controversé, clonage humain et animal. Voilà, il en parlera beaucoup pour essayer de faire avancer ce sujet-là. Lassé par tout le monde de la recherche, il finit par essayer de trouver un autre biais, donc je crois que c'est en plus de son travail, il passe à mi-temps au labo, et il écrit à côté de cela des livres. Donc il est aussi fasciné par le métier de romancier et libraire, donc il étudie tout ce qui est en rapport avec les livres, et il en écrira également plusieurs. Mais finalement, c'était pas non plus ce qui lui plaisait, il changera ensuite tout à fait pour autre chose, et prendra des études de droit, qu'il terminera en 2014, il terminera son M2 de propriété intellectuelle, et il passera également le concours pour entrer dans une école d'avocat aux alentours de Lyon, je crois. Voilà, il passera le concours pour entrer dans l'école, et c'est à ce moment-là que vient le drame, donc il ne peut pas, ça n'aboutira pas partie-là de ses études. C'est donc le 9 janvier 2010 que tout débute. En fait, il allait rendre visite à son père en Suisse. Lui habite en France. Laurent est parti rendre visite à sa famille. Le 9 janvier, il voit son père, il va voir également sa belle-mère. À 21h15, les secours reçoivent un appel de Laurent, complètement paniqué, qui dit que sa belle-mère est à terre et qui demande de l'aide de toute urgence. C'est donc en pénétrant aux alentours de 20h15 dans la villa de son père que Laurent trouvera sa belle-mère et décidera d'appeler le secours. Donc les secours ont été appelés à 21h15, je le rappelle. Je vous explique après, vous inquiétez pas. Le corps est donc au pied des escaliers, dans une mare de sang, et Laurent le trouve comme ça. Lorsque les secours arrivent sur place, ce qui les frappe en premier, c'est que Laurent a plein de griffures sur le visage, notamment au niveau des joues, et elles sont rouges vifs, comme si elles venaient d'être faites. Ça, c'est un premier truc qui est assez frappant et vraiment chelou. Il en a également sur les mains. On retrouvera son ADN bizarrement sous les ongles de sa belle-mère. Donc voilà, la police arrive, voit le corps qui est par terre, complètement inerte, et elle ne respire plus. La police donc fait son travail, examine les lieux, le médecin légiste prend en compte aussi le corps, tout ça. En fait, ils se rendent compte que le corps a été déplacé. Ça, c'est vraiment bizarre. Et en plus de ça, la scène de crime a été méticuleusement nettoyée. Je vous laisse imaginer, donc on retrouve un corps mort, il y avait du sang partout, il n'y a plus de sang, il n'y a plus qu'un corps qui n'est même plus au bon endroit. En plus de ça, à l'arrivée des secours, le sol était encore humide. Laurent venait
de passer la serpillière pour nettoyer. Il avait également changé de vêtements, donc ça, notez-le, il avait changé de vêtements. Je sais pas vous, mais moi personnellement, si jamais il m'arrive un truc énorme, et j'entends pas une scène de crime parce que je touche du bois, j'espère que jamais il m'arrivera ça de ma vie, mais s'il m'arrive un truc aussi énorme, ma présence d'esprit ne me dira pas, va te changer et nettoie par terre. Mais vous inquiétez pas, Laurent a une explication à ça et je vais vous la dire par la suite. Le cadavre, lui, a des plaies au niveau du visage, comme Laurent, au niveau du cuir chevelu, dans la tête, enfin sous les cheveux. Elle avait également une fracture de la calotte crânienne, des ecchymoses et des plaies au niveau des membres supérieurs. Un de ses ongles de main a été arraché et ses pieds dessous avaient également du sang, ce qui veut dire qu'elle a marché dans son propre sang. Donc au vu de tout ça, la police suspecte directement un homicide. Donc, étant donné qu'il était le soir, voilà, Laurent, le 10 janvier, donc le lendemain, sera directement mis en garde à vue et interrogé. Jusque là, ça me paraît totalement logique. Il est dit qu'il est arrivé entre 19h30 et 20h30 dans la maison de sa belle-mère. Voilà, gardez ça en tête, 19h30 et 20h30. Il a appelé les secours à 21h15. Voilà un petit peu son explication. En premier lieu, Laurent est arrivé à la maison de son père. Il rentre, il passe la porte et il voit directement le corps de sa belle-mère par terre. Il voit qu'elle respire encore, mais qu'elle est très faible et qu'il y a beaucoup de sang. Donc, lui, en premier lieu, ce qu'il fait, c'est que vu qu'il ne connaît pas le numéro des secours suisses, il va directement tenter de lui faire un massage cardiaque. Donc, il la touche, forcément. Il essaye de la réanimer, de lui faire un massage cardiaque. Et il essaye. Vu qu'il voit que ça marche pas, au bout d'1 heure de massage cardiaque, il décide de monter à l'étage, aller dans l'annuaire, et dans l'annuaire, rechercher le numéro des secours. Quand il est arrivé, elle respirait encore, mais elle a fini par s'éteindre au fur et à mesure d'après ce que lui dit. Donc, il précisera plusieurs choses. Le corps a été déplacé parce que Laurent trouvait que c'était trop froid le carrelage pour elle et il l'a mis sur un revêtement qui était plus confortable. Pourquoi est-ce qu'il a des griffures sur le visage ? C'est parce qu'il a essayé de la réanimer et donc il a collé son visage à ses bijoux et qu'il se serait greffé. Pourquoi est-ce que le sang a été lavé ? Le sang aurait été lavé tout simplement parce que Laurent ne supportait pas la vue du sang et qu'il ne voulait pas que les secours, lorsqu'ils arriveraient, trouvent plein de sang et marchent dedans en essayant de secourir sa belle-mère. Et il a changé de vêtements tout simplement parce qu'il supportait plus également la vue du sang, donc il a également changé de vêtements pour ça. Voilà, Laurent lui, il a des explications pour tout. Impliqué dans un meurtre, et le mec, il a des explications pour tout, il sait tout, pourquoi, et il y a aucun truc qui n'est pas calculé. Tout a une explication. Je veux dire, dans ce genre de choses, t'es plutôt en panique, t'es en PLS, et tu sais pas quoi faire, et... Voilà. Et pour l'ADN sous les ongles, mais c'est pareil, c'est quand il a essayé de la réanimer, et elle a dû le griffer tout simplement. J'avais oublié. Les griffures sur les mains de Laurent, c'est parce qu'il a dégivré sa voiture le matin et que ça lui a fait des blessures, tout simplement. Pour ce qui est des griffures sur son visage, donc comme je vous l'ai dit, il a dit que c'était pendant la réanimation, et il dira également que vu qu'il a des enfants, ça lui arrive souvent de jouer et de se faire griffer au visage, et que souvent également ça accompagne le griffe au visage. Je sais pas vous, mais moi si mon mec se met à me griffer au visage pour n'importe quelle raison, on va pas être copains en fait. Vous voyez un petit peu l'embrouille ou le bazar ou toutes les explications qu'il est en train de donner et tout ce qui est en train de se créer autour de Laurent. Je trouve ça bizarre des deux côtés. Mais bon, j'ai pas encore fini toute l'heure, on en parlera après. Mais dans un sens, c'est le meurtrier parfait. Pas parce qu'il a un mobile, non, il n'en a pas du tout et c'est bien ça le problème. Pas parce qu'on a retrouvé l'arme du crime, non pas du tout, parce qu'en plus on l'a pas du tout retrouvé non plus et on la retrouvera pas et on l'a toujours pas retrouvé. Non, c'est le meurtrier parfait parce qu'il était là, au mauvais endroit, au mauvais moment et tout coïncide, tout concorde avec ça. Mais en même temps, pour tout ça, il a des explications. C'est parce que si, c'est parce que ça. Et puis après, dire des choses incohérentes, se trouver des justifications pour tout, est-ce qu'à sa place on ferait pas pareil non plus ? Bon, je vous laisse avec tous les éléments de l'enquête et on en rediscute après. Je vous avais dit qu'on reviendrait aux vêtements, on y revient. On retrouvera dans le lave-linge ou le sèche-linge ou je sais plus quoi, mais là où il y a le linge, on retrouvera 2 chemises tachées de sang et un t-shirt. Bon, pour la chemise et le t-shirt, on peut dire qu'il a mis son t-shirt en dessous de sa chemise, ça me choque pas.
Par contre, ça m'étonnerait qu'il ait mis 2 chemises et un t-shirt. Là, ça me paraît beaucoup. Il dit qu'il ne s'est changé qu'une seule fois. Il y a une de ses chemises qui a également 2 boutons en moins, donc ça veut dire un peu des traces de lutte. Vous voyez ? On passe ensuite la scène de crime au luminol. Donc le luminol permet de révéler le sang qui est présent malgré qu'il ait été nettoyé. Tout le sang qui était présent, c'est logiquement le sang qui a été nettoyé par Laurent, puisque c'est du coup lui qui avait nettoyé la scène de crime, rappelez-vous, pour éviter le passage des services de secours dans la flaque de sang. Mais c'est pas une flaque de sang qu'il y a. C'est près de 28 mètres carrés de sang qui sera retrouvé. 28 mètres carrés, c'est plus grand que mon appartement. Voilà, juste pour vous dire ça, comme ça, je vous le cale ici. 28 mètres carrés, sans déconner, c'est énorme. C'est énorme. Il y en a qui ils ont été retrouvés au mur, au sol, partout. C'est énorme. Et c'est à hauteur à peu près de 1,40 m que ça a été retrouvé. Ça vous apporte quoi? Je ne sais pas, mais je vous le dis, c'est tout. L'hypothèse selon laquelle elle serait tombée est en train de petit à petit tomber à l'eau. Vraiment, hein, sans faire un mauvais jeu de mots, ça devient vraiment de plus en plus compliqué de prétendre qu'elle soit tombée étant donné les milliards de traces de sang qu'on retrouve, le fait que tout porte à croire que c'est parce qu'elle a été blessée volontairement qu'il y a des traces de sang, parce qu'il y a eu des coups, donc le sang a giclé, enfin... Tout vraiment porte à croire que c'est un homicide, qu'elle a été tuée délibérément. Le père de Laurent dira également qu'il ne l'avait pas vue avec des griffures en début de journée puisqu'il l'avait vue avant qu'il repasse le soir. Et sa femme dira aussi qu'elle ne se souvient pas qu'il ait eu des traces et qu'elle ne se souvient pas non plus l'avoir griffé sans raison. Mais c'est pas fini en fait. Malgré que tout porte à croire que Laurent soit impliqué dans ce meurtre et en soit l'auteur, et ben en fait quasiment tout le monde est derrière lui. Sa mère est derrière lui, les enfants de sa belle-mère je crois, ou les frères et sœurs de sa belle-mère, bref, sa famille est derrière lui, ses anciens collègues sont derrière lui. Il y a même eu une association de soutien pour Laurent qui a été créée, qui s'appelle l'association de soutien à Laurent Ségala. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est vraiment trop bizarre? Habituellement en fait, bon, malgré qu'on puisse aimer tout ça, bon, les liens de famille, que sa mère croit pas qu'il soit coupable et tout ça, je veux bien le croire. Voilà, je pense que c'est difficile quand même ton enfant tout l'accuse et que lui il l'avoue pas, à croire que c'est lui. Mais je veux dire, combien de fois dans des affaires de meurtre, dans des affaires comme cela, et ben tout le monde lâche la personne qui est accusée et la laisse bien tout seul, malgré que ça soit pas forcément lui. Donc toutes les affaires qui puissent engendrer des suspicions de pédophilie, ce genre de choses. Alors je suis d'accord, c'est horrible, hein, mais moi j'ai vu des reportages où il y avait des personnes qui étaient totalement lynchées, alors qu'ils avaient rien fait, hein, mais qui étaient totalement lynchées par tout le monde. Et que, en fait, y a des choses qui les accusaient, mais pas spécialement moins que Laurent Ségala. Et en fait, tout le monde les lynchait quand même. Et lui, il y a même une association de soutien qui a été créée. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, je trouve ça tellement bizarre. C'est comme si tout le monde savait ce qui s'était passé, en fait. Enfin, je trouve ça vraiment trop bizarre. Vraiment, c'est ça aussi qui m'obsède, c'est que, en fait, tout porte à croire que c'est ce type, tout porte à croire que c'est lui et qu'il a fait ça. Mais en même temps, il reste persuadé et il n'avoue pas, il ne dit rien, il ne lâche rien. Il dira même qu'il était très proche de sa belle-mère, tout le monde dira qu'il n'avait pas de conflit, qu'il n'était jamais en dispute, que les deux n'étaient pas colériques. Et en fait, quand on entend le témoignage de tout le monde nous dit il n'a pas de mobile, ça n'est pas possible, ça n'est pas lui. Alors soit tout le monde ferme totalement les yeux sur toutes les preuves qui existent, soit je comprends pas en fait, je comprends pas. Pour ce qui est du procès, étant donné que c'est un Français en Suisse malgré tout, et c'est un petit peu compliqué, il aura plusieurs procès. Il en aura un premier où il bénéficiera du bénéfice du doute, vraiment c'est ça le terme, c'est qu'en fait, étant donné qu'on n'a pas assez de preuves pour étayer tout, malgré qu'il y a énormément de preuves, mais on n'a pas l'arme du crime, on n'a pas le mobile, et ça franchement ça joue beaucoup et c'est normal que ça pose question. Après, on a reporté en justice l'affaire, prend finalement 14 ans de prison, et là, c'est la guerre. Une bataille administrative entre la Suisse et la France, parce que du coup il a 2 jugements, il a 2 tribunaux qui sont... voilà, donc on sait pas où est-ce qu'il va être inculpé, donc pour l'instant il est en liberté. Il attend un autre jugement pour savoir déjà où est-ce qu'il va être inculpé, parce que lui il est en France et toute sa vie est en France, donc lui il préférait que son jugement il soit en France.
Jusque là ça me semble logique aussi si sa famille doit venir le voir et tout ça. Voilà, je termine cette histoire comme ça, mais là vraiment cette histoire m'obsède. Je comprends pas pourquoi, comme je vous l'ai dit, pourquoi est-ce que tout prouve à croire que c'est lui et que personne n'accuse. Donc moi je voulais savoir ce que vous en pensiez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Est-ce que vous pensez qu'il est non coupable? Est-ce que vous savez pas comme moi? Je ne sais pas. Et puis n'oubliez pas de participer à mon jeu. Hein. Donc le jeu concours, vous gagnez un livre dédicacé de Corinne Philippe. Il se déroule du 2 décembre au 24. Voilà, je voulais pas le faire terminer avant parce que je savais que de toute façon les colis n'arriveraient pas le 24 décembre étant donné que c'est toujours une période compliquée. Donc voilà, il dure pendant tout le mois de décembre presque. Participez, partagez, et puis si ça vous plaît, j'en referai d'autres je pense parce que j'aime beaucoup Corinne, on discute beaucoup et puis elle a fait plusieurs livres donc pourquoi pas en découvrir plusieurs ou dans ces cas là en parler dans mes vidéos, je ne sais pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!